La Syrie de la dynastie Assad, telle qu'on la connaît depuis 1970, n'est plus. En l'espace d'une dizaine de jours, la République arabe syrienne, dernière représentante au Moyen-Orient du nationalisme arabe, a été balayée par l'offensive des forces combinées de l'Organisation de libération du Levant, HTS, groupe islamiste soutenu par la Turquie et dirigé par la nouvelle égérie médiatique Al-Joulani, de l'armée nationale syrienne, l'ANS, qui rassemble d'autres groupes soutenus par la Turquie, et de l'armée syrienne libre, l'ASL, une coalition de groupes d'opposition, surtout présente dans le sud de la Syrie. Pour certains, la chute de la dynastie Assad est une libération. On peut penser aux Libanais qui avaient subi une occupation syrienne relativement violente de la fin des années 80 jusqu'à 2005. Pour d'autres, comme Israël, la chute d'un adversaire historique est une opportunité pour étendre sa zone tampon du Golan. Pour l'Iran, amputé de son assise syrienne combinée à l'affaiblissement du Hezbollah dans sa guerre contre Israël, la situation régionale est particulièrement préoccupante. Il en est de même pour la Russie, qui demeure en suspens et qui pourrait perdre sa base navale stratégique de Tartous. Dans le palais présidentiel d'Ankara, en revanche, Erdogan triomphe. Il est assurément le grand vainqueur de la dissolution de la République arabe syrienne. Un succès politique, diplomatique et religieux qui place la Turquie dans une position de force après les revers de la précédente décennie. Ça tombe bien, c'était le sujet de la vidéo il y a 3 semaines. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la Syrie. Les forces communément appelées d'opposition ont pris le pouvoir et deviennent de fait les forces dirigeantes dans un territoire dévasté depuis plus de 10 ans. Par la guerre, les sanctions économiques et rongé par tous les trafics possibles et imaginables, dont le trafic de Captagon, alternative économique peu morale d'un pays en ruine qui fournirait 80% de l'approvisionnement mondial. Parler d'un État syrien censé représenter une autorité souveraine s'exerçant sur un peuple et un territoire déterminé est plus difficile que jamais. Comme le dit le président Macron, l'état de barbarie est tombé, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il laissera la place à une démocratie inclusive. N'oubliez pas les gestes simples qui ont leur importance sur YouTube, aimez, dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo et partagez pour briller en société. Je rappelle que Terabellum c'est aussi une revue, nous avons déjà 9 numéros de disponibles et grâce à nos collaborateurs vous avez des analyses, des articles en politique, économie, géostratégie, géographie, urbanisme, etc. Je vous invite à regarder tout ça sur le site Issou qui héberge nos revues, on parle du monde entier et vous avez accès au sommaire de chaque numéro ainsi qu'à l'édito rédigé par mes soins. Depuis septembre nous avons lancé une nouvelle formule généraliste qui couvre le monde entier et le nouveau numéro arrivera très prochainement d'ici fin décembre. Merci à tous et je vous souhaite un bon visionnage. La Syrie est un territoire pivot au Moyen-Orient. Iran, Turquie, Israël, pays du Golfe, l'implication régionale dans le conflit syrien depuis plus de 10 ans est à la hauteur de son importance géostratégique et du jeu de confrontation entre les puissances, y compris internationales. Pour la faire courte, la guerre civile syrienne est bien plus qu'une simple guerre civile, tant par les livraisons d'armes qui convergeaient vers la Turquie et expliquent la résistance des groupes islamistes au nord de la Syrie, comme le montre cette infographie du New York Times datée de 2013, ainsi que le rôle clé de la frontière turque. Mais il y a aussi la ressource humaine qui apporte un flux continu de combattants salafistes des 4 coins du monde, on peut le voir ici dans cette infographie du Washington Post. Ils ne verront rien venir. L'armée arabe syrienne, elle, s'épuisait continuellement. Elle ne disposait pas de ses leviers, mais est tout de même parvenue en 2016 à prendre Alep, avec le soutien logistique de l'Iran, les combattants des milices chiites et les appuis de la Russie. Depuis 2017, le protocole d'Astana signé au Kazakhstan par la Russie, l'Iran et la Turquie scellait le gel partiel du conflit syrien et la victoire de la République arabe syrienne. Le protocole n'était ni plus ni moins qu'un gel du conflit, un commun accord entre les rebelles islamistes et l'opposition soutenue par la Turquie et la Syrie soutenue par l'Iran et la Russie. Cela, avec l'épuisement des belligérants et la lassitude des soutiens extérieurs, avait permis de drastiquement diminuer les violences sans pour autant conduire à une résolution durable du conflit pour 4 raisons principales. Ni le gouvernement syrien, ni l'opposition syrienne, ni aucun groupe islamiste n'avaient ratifié ces accords. Il s'agissait là ni plus ni moins d'un arrangement diplomatique et d'influence basé sur le rapport de force entre les puissances régionales, ici entre l'Iran, la Russie et la Turquie. Aussi, la Turquie, signataire de ces accords, n'y trouvait pas son compte en voulant réimmigrer les 3,7 millions de Syriens présents sur son sol et Al-Assad s'y opposait fermement. L'Iran, les milices chiites et la Russie s'étaient imposés ici militairement et avaient permis aux forces arabes syriennes de prendre l'ascendant face à la Turquie dont les soutiens étaient enclavés au nord-est de la Syrie, dans la région d'Idlib.
Et enfin, ces accords n'évoquaient pas la question kurde. Les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire les Kurdes, soutenus par les Américains, étaient totalement absents de ces accords, amputant toute la façade nord-est de la Syrie et ses quelques puits de pétrole, en plus de constituer un problème pour la Turquie. L'objectif avoué de ces accords était de se baser sur le rapport de force à l'instant T, favorable, bien qu'épuisé, à l'armée arabe syrienne. Le but étant d'établir ensuite un cadre pour la paix sur la partie utile de la Syrie. Partie utile bien sûr pour Al-Assad qui dominait les villes majeures du pays, mais aussi l'Iran et son corridor terrestre jusqu'au Liban, et la Russie avec sa base navale de Tartous et sa base aérienne de Mien Min. Ceci tandis que les islamistes reclus devaient se contenter des gravats d'Idlib et la Turquie des millions de réfugiés syriens. 2 ans plus tard, en octobre 2019, la Turquie a lancé son opération Source de paix. Objectif, créer avec l'aide de l'ANS, soutenue par la Turquie, une zone tampon d'environ 32 km de large le long de la frontière turco-syrienne. Ceci, officiellement, afin de se protéger des forces kurdes, que la Turquie considère comme terroristes. L'opération s'est ensuite transformée en conflit, d'un côté l'ANS et la Turquie, de l'autre les forces démocratiques syriennes et l'armée arabe syrienne. La dernière grande campagne militaire a eu lieu en février 2020, lorsque les forces gouvernementales syriennes, soutenues par la Russie et l'Iran, ont attaqué et réduit la poche d'Idlib, tenue alors par HTS, qui s'est imposée entre-temps comme faction islamiste principale, soutenue par la Turquie. Les relations déjà tendues entre la Syrie et la Turquie ne faisaient alors plus que se détériorer. Et la suite, vous la connaissez. On a fait plusieurs vidéos explicatives en 2022 et 2023 sur le fait que l'armée arabe syrienne était victorieuse, mais que les défis étaient conséquents. Le pays était sous embargo, en ruine et sans aucune perspective. Le problème, c'est que pour son peuple comme pour son armée, la situation n'a pas évolué. La Banque mondiale estime que plus de 27% de la population vit aujourd'hui dans l'extrême pauvreté, contre des niveaux négligeables avant la guerre, tandis que la livre syrienne ne vaut plus rien sur les marchés. La Syrie, recluse, avait donc éteint l'incendie, mais les braises continuaient de calciner l'ensemble. Les seuls liens diplomatiques et économiques concrets avec la Russie et l'Iran étant insuffisants pour investir en conséquence et faire renaître le pays. En 2017, les coûts de reconstruction de la Syrie étaient estimés par le groupe de travail économique syrien à 300 milliards de dollars, 5 fois le PIB de la Syrie avant la guerre. L'ONU estime lui le coût de la reconstruction à 400 milliards de dollars et d'autres vont jusqu'à 1000 milliards de dollars. C'est ce qui explique la diplomatie de Bachar al-Assad, qui a opté pour une normalisation des relations avec les pays arabes de la région et qui se dirigeait de plus en plus vers une normalisation à l'international. Mais cela n'a pas été suffisant et surtout beaucoup trop lent. Les États arabes se méfiant de l'influence iranienne sur la Syrie, il a fallu attendre la normalisation Iran-Arabie Saoudite en mars 2023 pour que la Syrie réintègre la Ligue arabe le 7 mai 2023, beaucoup trop tard. Mais si les relations s'amélioraient avec les pays arabes, voire que la victoire d'Assad était actée, même en Occident, la Turquie n'a jamais abandonné la partie. Erdogan, conscient des problématiques de la République arabe syrienne, a toujours eu 2 priorités. Renvoyer les millions de migrants syriens chez eux et neutraliser le Kurdistan syrien, vivier du YPG lié au PKK, qui constitue une base arrière non négligeable pour les revendications kurdes en Turquie. Je vous renvoie au problème kurde du point de vue de la Turquie dans notre vidéo d'il y a 3 semaines. Ajoutons aussi ce qu'on pourrait qualifier de néo-ottomanisme, une doctrine géopolitique théorisée par l'AKP, le parti d'Erdogan, depuis 2010, qui vise à augmenter l'influence turque dans les anciennes régions de l'Empire ottoman, dont la Syrie. Pour la faire courte, l'objectif de cette doctrine, c'est de fournir des clés pour que la Turquie gagne en puissance avec 3 piliers principaux. Devenir le phare de la religion musulmane, promouvoir une société conservatrice et une diplomatie proactive sur la scène régionale et internationale. Tandis que la Syrie ne parvenait pas à se redresser économiquement et donc militairement, la Turquie continuait à soutenir l'ANS tandis que l'HTS se renforçait avec ce même soutien, mais aussi les salafistes du monde entier, que ce soit d'Asie centrale, du Pakistan et même de France. La Syrie a aussi la malchance d'être en plein milieu des projets de gazoduc reliant le Qatar à la Turquie, qui ambitionne de devenir un hub pour desservir l'Europe. La Turquie a déjà sur l'Union européenne le levier de l'immigration clandestine, elle a maintenant celui de toute une armée de salafistes, et dans un avenir proche, peut-être même celui énergétique, personne n'est prêt. 2024, c'est aussi un contexte opportun. La Russie et l'Occident sont concentrés en Europe sur le pivot ukrainien. Donald Trump, qui vient d'être élu, s'oppose fermement à toute intervention dans le bourbier syrien, tandis que l'Iran, et plus particulièrement le Hezbollah, qui avait été d'une grande aide sur le terrain en Syrie, a été fragilisé dans la guerre contre Israël.
Saisissant l'opportunité, Erdogan négociait avec Assad depuis plusieurs mois pour entamer un processus politique et une transition en douceur du pouvoir, mais le problème s'est posé dans les conditions maximalistes d'Assad qui voulait, lui, le désarmement de tous les rebelles et groupes soutenus par la Turquie, en plus du retrait total de toutes les forces turques du territoire syrien. Des positions qui nécessitent de dominer dans le rapport de force, ce qui, en 2024, était loin d'être le cas pour Assad, et Erdogan le lui a bien fait comprendre. On ne peut pas évoquer le futur de la nouvelle autorité syrienne sans évoquer la place de la Turquie, qui réplique ici son modèle d'influence des années 2010 en Tunisie, en Libye et en Égypte, cette fois en se reposant sur deux éléments. HTS, qui domine pour le moment dans le rapport de force, qui a déjà nommé un Premier ministre dit de transition, Mohamed al-Bashir, qui était déjà à ce poste au sein du gouvernement de salut syrien, c'est-à-dire la zone que contrôlait HTS dans la région d'Idlib, et il y a aussi la Coalition nationale des forces de l'opposition et de la révolution syrienne, la CNFOR, une organisation politique qui regroupe divers groupes d'opposition formés le 11 novembre 2012 lors d'une conférence à Doha, au Qatar, et largement soutenue, pour ne pas dire aujourd'hui noyautée, par la Turquie. À mesure que le désintérêt grandissait sur la question syrienne, celui de la Turquie n'a fait que croître au sein de la CNFOR et HTS, bien que ne faisant pas partie de la CNFOR, a également reçu les pleins soutiens turcs. Pour la faire courte, la Turquie s'est assurée dans un long travail de préparation le renforcement d'une coalition alignée sur ses intérêts. Peu avant la prise de Damas, les ministres des Affaires étrangères de l'Iran, de la Turquie et de la Russie se sont d'ailleurs rencontrés le 7 décembre, toujours au Qatar. La chute de la République arabe syrienne s'est faite presque sans aucun combat, et il est fort à parier que les trois puissances se sont mises d'accord sur les grandes lignes de l'après-Assad, mais cette fois avec des termes davantage dictés par la Turquie, ce qui signifie donc qu'il y aura encore d'autres surprises. La coalition devra établir une constitution et définir le régime républicain qu'elle adopterait, présidentiel, parlementaire ou mixte, mais ça on y reviendra en temps voulu. Car dans les faits, c'est un nouvel arc de la question syrienne qui s'ouvre maintenant. La prise de Damas a déclenché un processus politique pour occuper le pouvoir vacant. Le problème, c'est que toutes les factions convergeaient vers un seul but, détrôner Assad, sans avoir véritablement indiqué la suite, en plus d'avoir des projets idéologiques et politiques divergents. La Syrie n'a aussi pas de tradition civique en raison de décennies d'autoritarisme et de guerre civile. Il n'y a qu'une seule loi, c'est celle du plus fort, peu importe comment brille la vitrine. La Syrie compte une grande variété de groupes ethniques et religieux minoritaires, alaouites, chrétiens, chiites, ismaéliens, druzes, kurdes, qui constituent environ 40% de la population. Cela signifie que tous les groupes disparates du pays devront parvenir à un accord de partage du pouvoir pour un nouvel ordre politique, ce qui prendra du temps et probablement beaucoup de violence. Parler d'une seule et même Syrie est encore prématuré et dépendra des succès ou non de la nouvelle autorité syrienne. Le terme actuel exact étant davantage un territoire délimité, instable et fragmenté en pleine mutation où le plus fort et le plus malin l'emportera. Tunisie, Libye, Yémen et Égypte ont tous sombré dans le factionnalisme, les guerres civiles ou les gouvernements autoritaires, en partie à cause de l'incapacité des factions à trouver un consensus politique viable. Est-ce que cela sera différent pour la Syrie ? Maintenant que la Turquie a avancé et placé ses intérêts au pouvoir en Syrie, elle n'a plus le doigt mais tout un bras dans le bourbier syrien. Assad n'est plus, mais la situation économique, politique et militaire demeure chaotique. La Turquie s'opposera à toute constitution qui accorderait l'autonomie aux Kurdes du Nord-Est. À l'heure où j'écris ces lignes, l'ANS est à l'offensive contre les Kurdes dans le Nord-Est. Pendant ce temps, l'État islamique, toujours présent, ne se gênera pas pour reprendre du territoire dans le vide sécuritaire, voire pourrait aussi se renforcer en fonction de la loyauté changeante des groupes au sein d'HTS et des projets des prisonniers libérés des cellules. Les centaines de frappes d'Israël sur les dépôts et armements de l'ancienne armée syrienne témoignent de cette incertitude où l'euphorie médiatique pourrait laisser la place au froid réalisme. Le sort de la Syrie est peu enviable. Le barrage qui absorbait les coups depuis plus de 10 ans vient de céder. La Turquie a les cartes à son avantage qui lui permettront de jouer le rôle d'une puissance majeure au Moyen-Orient. Ceci tandis que Netanyahou avance ses pions et pourrait même arracher le sud de la Syrie peuplé de Druzes afin d'étendre la profondeur stratégique israélienne et que les Kurdes, soutenus par Israël et les États-Unis, essuient eux les assauts des forces pro-turques et de l'armée turque elle-même. Bienvenue dans le nouveau jeu syrien et celui-ci ne fait que commencer.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas les gestes simples pour nous soutenir sur YouTube, j'attends également vos différents commentaires sur la situation. Je rappelle que Terabellum c'est aussi une revue, nous avons déjà 9 numéros de disponibles, des analyses et des articles en politique, économie, géostratégie, géographie, urbanisme, etc. Je vous invite de toute façon à regarder tout ça sur le site Issou, le lien est en description et en top commentaire. Le site héberge nos revues et vous avez accès au sommaire de chaque numéro, si un en particulier vous intéresse, ainsi qu'à l'édito rédigé par mes soins. C'est vraiment le moyen le plus simple si jamais vous voulez nous soutenir, puisque la chaîne Terabellum dépend exclusivement de nos revenus sur YouTube, des sponsors et de la revue. Merci à tous pour votre fidélité et à la prochaine.